Bonsoir Sabrina Ali Benali. Bonsoir. Vous êtes médecin et auteur de ce livre qui vient de paraître, La révolte d'une interne, sous-titré Santé, hôpital, état d'urgence. C'est aux éditions du Cherche Midi. Sabrina Ali Benali, il y a 2 ans, vous publiez une vidéo sur Facebook qui fait plus de 12 millions de vues. Dans cette vidéo, vous dénoncez le manque de moyens dans les hôpitaux et vous interpellez avec humour la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine. On regarde un extrait. Bonsoir Madame Touraine, c'est encore moi, c'est l'interne. Juste une petite question, c'est quoi cette grosse blague? J'ai vu ça ce matin. Madame Touraine demande à ce qu'on repousse les opérations en urgence pour ouvrir des lits à l'hôpital. Mais c'est tous les jours l'état d'urgence, Madame Touraine, à l'hôpital. C'est tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital, c'était il y a 2 ans. Est-ce que les choses ont changé depuis ? Malheureusement, non. Tant qu'on ne change pas les politiques mises en œuvre, elles ne font que s'aggraver. Et malheureusement, l'actualité le montre bien. Je pense à mes collègues de Strasbourg qui ont quand même déposé plainte ou réfléchi à poser plainte. Je n'ai pas eu l'actualité toute récente pour mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez là les 120 médecins démissionnaires de l'hôpital de Saint-Brieuc. On déplore malheureusement encore un de nos confrères qui s'est suicidé à l'hôpital de Châteauroux la semaine dernière. Une anesthésiste qui a une tentative de suicide à Bordeaux. Bon, malheureusement, le constat est que on compte un peu plus de 150 mouvements d'hôpitaux en grève ou de forme de contestation sur le territoire. Donc non, force est de constater que ça ne s'arrange pas. Et voir ça se dégrade. Dans votre livre, justement, vous dénoncez cet hôpital à bout de souffle et vous décrivez des scènes effarantes comme des consultations en plein milieu de la salle d'attente des urgences. Je vous cite, « Pour sauvegarder l'intimité des patients, on tend des draps en guise de rideau quand ils doivent uriner dans des bassines. » On a quand même l'impression que c'est le Moyen-Âge. C'est la réalité. C'est la réalité. Alors cet exemple-là, il ne m'est pas arrivé à moi. Comme je le dis, nous, on est plutôt préservés dans d'autres hôpitaux puisque ça a été rapporté par la presse d'hôpitaux du Nord. Mais par contre, effectivement, en fait, ce n'est pas de vraies consultations. C'est comme je l'explique, c'est-à-dire que vous avez mis quelqu'un en box, on l'a sorti du box, mis dans le couloir, le temps d'en voir d'autres parce qu'après, on n'a plus assez de box pour les mettre ailleurs. Et dans le couloir, elle vous rappelle, elle a mal au ventre, elle a remis quelque chose. C'est des petites salles, des petits endroits pour pouvoir ausculter les patients. Voilà, là où on les voit. Et puis au milieu, le couloir où on les met un petit peu en attendant d'avoir les examens complémentaires parce qu'on n'arrive pas à les garder dans un lieu intime le temps qu'ils aient tout ça. Donc ils sont avec leur perfusion, tout ça, dehors. Ils sortent faire pipi avec leur petite blouse accrochée dans le dos où on voit la culotte trimbalée devant tout le monde. Et quand ils ont mal ou quelque chose et qu'on ne peut pas les remettre en box, vous allez être obligé d'écouter les poumons, de mettre la main sur le ventre au milieu du couloir, devant tout le monde, si vous n'avez pas un box de disponible. Donc effectivement, c'est très désagréable. Pour leur pudeur, pour nous, parce qu'en plus, vous n'entendez pas bien. Vous écoutez des poumons au stéthoscope dans le couloir, au milieu du bruit, etc. Vous n'êtes pas du tout dans des conditions confortables. Donc, c'est le risque pour nous aussi de faire des erreurs, plus du manque de pudeur des patients. Oui, et alors vous parlez d'erreurs, ça peut même aller jusqu'à des cas dramatiques, puisque vous parlez de cas de patients qui sont morts aux urgences dans les couloirs avant même d'avoir été auscultés. Ça a été les cas révélés par la presse. Peut-être qu'il y en a plus, mais qui n'ont pas été. En tout cas, c'est ceux que j'ai comptés depuis le début de l'année, qui ont été recensés par la presse nationale, que donc j'ai partagé sur la page, qui est aujourd'hui un lieu de communication sur toutes les nouvelles des soignants, un travail que j'essaye de faire. Mais effectivement, alors certains dossiers sont en cours d'instruction, de ce que j'ai lu, mais effectivement, il s'agit de gens qui n'ont pas eu le temps d'être examinés, qui sont décédés aux urgences avant d'avoir pu être examinés par un médecin, malheureusement. Alors, dans votre livre, vous décrivez le rythme infernal des soignants dont vous parlez, à tel point que vous dites apprécier particulièrement les actes de soins qui demandent de la lenteur, de prendre son temps. Je vous cite, « J'aime bien les points de suture, ce temps incompressible, assis en train de recoudre, on peut discuter un peu avec le patient. » Ouais. Le lien humain, c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui. Oui, ce qui manque, on l'a quand même, on essaye de le faire, mais on n'a pas le temps de le faire et de profiter de ce temps-là. C'est-à-dire que vous avez toujours quand même la pression, il faut faire plus vite, il faut faire sortir des gens. Et vous êtes en permanence dérangé, c'est-à-dire quand vous êtes l'interne de garde, il est quand même rare de pouvoir voir quelqu'un un quart d'heure sans avoir votre bip qui sonne 2 fois, sans avoir l'infirmière qui a toqué 2 fois pour savoir si elle peut donner ça à un tel, parce qu'elle aussi est débordée, etc. Donc ce temps-là, évidemment, il nous manque.
Et après, il ne nous manque pas qu'aux urgences. Dans tous les services, pour un interne qui officie dans un service ou pour n'importe quel soignant, dans la multiplication des tâches à faire, il est vrai que la personne qui vous dit qu'elle angoisse pour son opération de demain, ou qu'elle est triste, ou qu'elle a peur de mourir ou de décéder, vous n'avez clairement pas un quart d'heure à lui consacrer. Ça, c'est évident. Alors justement, pour alerter sur ces conditions de travail, vous faites des vidéos, vous écrivez un livre, d'autres ont témoigné, d'autres soignants ont témoigné avec le hashtag Balance ton hosto. Balance ton EHPAD aussi. Balance ton EHPAD, Balance ton hosto, effectivement, sur les réseaux sociaux. C'est la seule façon d'être entendu, de donner de la voix, de passer dans les médias. La seule, non, parce qu'on essaye tout. Hein. Vous avez eu, je pense, alors les soignants de Toulouse ont fait un grand clip sur la chanson basique simple de Orelsan, 2 d'affilée d'ailleurs. Ils sont des centaines de soignants à avoir fait ça. Vous avez l'hôpital du Rouvray, ils se sont mis en grève de la faim. Vous avez le Pinel, ça fait plus de 100 jours qui dorment sur place. Vous avez eu une grève de la faim aussi à Limoges, des infirmiers il y a quelques temps de cela. Alors il y a les 120 médecins démissionnaires. Il y a eu la menace de 30 démissions d'urgence. Il y a quand même aussi des personnes qui, elles, témoignent à visage découvert. Ouais. Je pense notamment à Ella Keriev, qui est une aide-soignante qui a été interrogée dans un reportage d'Envoyé spécial il y a quelques semaines. Elle dénonçait les conditions d'abandon des personnes âgées dans une maison de retraite. Le lendemain, elle est licenciée. Ouais. Est-ce que vous, il vous est arrivé de subir des sanctions pour avoir dit la vérité ? Des sanctions, non. Par contre, qu'il y a eu des conséquences à mon engagement, oui. Bon, malheureusement, je m'attendais pas à ce que les premières viennent des médias. Vous l'avez lu dans mon livre. Vous faites écho à l'affaire une interview sur France Inter. Voilà, Monsieur Cohen, qui a... ça fait un petit peu bizarre quand vous vous réveillez le matin avec l'émission la plus écoutée du pays. Dément, en tout cas, ce que vous dites, que vous n'avez pas d'urgence. On vous laisse tout de même parler aujourd'hui. Oui, heureusement. Puisque ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de démenti. Donc, il n'y a pas de sanction, en tout cas, de mes institutions, heureusement. Mais toujours est-il, en tout cas, qu'il y a quand même eu des gens qui n'ont pas désiré travailler avec moi. Qui n'ont pas fait suivre alors que je postulais pour aller faire les campagnes de vaccination sur un travail qui a lieu avec les étudiants qui ont leur licence de remplacement. J'ai postulé à 2 reprises et on m'a fait comprendre qu'on ne voulait pas de moi. Il en a été de même pour un autre centre de santé où on a directement évoqué le motif politique. Donc oui, s'engager, de fait, il est évident que ça peut porter préjudice. Et ce qu'il y a finalement, là où j'ai de la chance, c'est que quand on est interne, ou même les médecins qui le font, quand vous êtes médecin, vous pouvez toujours ouvrir un cabinet. Là, dans le cas de Ella, par exemple, quand on est salarié, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus difficile pour les paramédicaux de s'exprimer, parce qu'ils sont salariés et qu'ils peuvent être licenciés du jour au lendemain. Alors, il y a eu un plan santé présenté il y a un mois. Vous, dans votre livre, vous soulignez la dérive marchande de l'hôpital. Comment est-ce qu'au quotidien, vous le repérez ? Comment est-ce que ça se traduit dans votre quotidien ? Déjà, vous l'avez, quand on explique, tout doit être codé. Vos collègues ont fait un très très bon documentaire sur France 5, l'hôpital à fleur de peau, où on voit très bien, le chirurgien montre exactement comment ça se passe. C'est la rémunération à l'acte. Voilà. Donc, chaque soin correspond à un code barre, à un coût. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va calculer, du coup, l'activité d'un service et le rémunérer. Ce qui veut dire que si vous êtes considéré comme faisant moins d'activité, on vous enlève de l'argent, donc vous enlève du budget, vous n'aurez moins de lits, moins de personnel. Donc, il y a une course de fait à l'activité pour pouvoir continuer à avoir ces lits, etc. Donc, il y a une course au rendement. Par exemple, il faut lit 100% tout le temps full. Donc, on vous pousse à vider plus vite, à faire rentrer plus vite. Et qu'est-ce qu'on considère comme un soin ? Si quelqu'un est en soins palliatifs, je m'assois à côté de lui 20 minutes pour le rassurer, lui dire que ça va aller dans la mort, ça, c'est pas du soin. C'est pas codé. Donc, c'est là où ça va pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne considère que comme des activités. Et en plus, là où ils sont hyper malveillants et vicieux, c'est que chaque année, le prix des actes, il diminue. Donc, vous êtes obligé de faire tout le temps plus pour garder au moins la même activité. Et ça arrive de fait à des processus vicieux qui fait qu'il faut faire plus parce que vous voulez maintenir votre personnel, maintenir vos lits ouverts. Et donc, de fait, c'est plus vite, plus mal, de fait, et avec moins de monde. Merci Sabrina Ali Benali. Et malgré tout, je vous cite tout de même cet hôpital que vous aimez. J'aime les odeurs de l'hôpital, la couleur de ses murs. Ce sentiment ne me quittera plus jamais. Mes collègues Merci d'être venus sur ce plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. Ne bougez pas.